slide commercial, du coup, mais je vais vous donner un peu plus de contexte sur MangoPay. C'est une solution de paiement pour des marketplaces, pour des plateformes de crowdfunding et pour des fintechs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est B2B et en termes de volumétrie de la donnée, on est à 15 milliards d'euros cumulés en volume transaction client. Ça donne quelques 900 millions de transactions, assez intéressant comme jeu de données. Je dirais qu'on est un peu dans le cas de small big data. On a 180 salariés et dont on est 9 personnes à l'équipe data. Et attention, l'équipe data, c'est pas que des data analysts et des business intelligence analysts, c'est aussi des data ingénieurs et des data ops. Pourquoi on a choisi Looker? On avait du coup déjà l'équipe data était arrivée un peu en retard chez MangoPay. Du coup, on était un peu les dernières équipes techniques qui se sont construites. Et le contexte de business était déjà formé. Il avait déjà beaucoup des outils qui ont été utilisés en interne. Ce qui était notre besoin, c'est il avait en fait deux besoins. Premier besoin, tout le monde avait besoin de leur KPI. Et pour ça, il avait un data warehouse qui était construit, c'était un prestataire qui on payait. Deuxième chose, toutes les personnes dans les business analytics, c'est-à-dire fraude, finance, marketing, compliance, etc., etc., ils avaient besoin des analyses super fines. La plupart du temps, c'était un peu des cas d'usage régulatory, du coup, il fallait que ça soit vraiment à centime près. Ça nécessite beaucoup de drill down. Et en fait, toute la partie, on a développé un outil en interne, du coup, SSRS c'est un peu le grand-père de Power BI. C'est un truc de SQL Server qui marchait absolument pas bien. Quand l'équipe data est arrivée, on était un peu catapulté dans le cas d'usage qui est être un support en interne. Oui, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui utilisent SSRS. On était un peu catapulté dans le besoin de combler les deux, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas dans le data warehouse, faire des vises, ce qu'on n'arrive pas à extraire depuis SSRS, de le faire manuellement. Et on a monté, du coup, on est on-premise, du coup, on a monté notre plateforme from scratch. C'était assez chaud le premier mois. Enfin, en fait, de faire tout ça, on a fait un PySpark Jupyter Notebook et du coup, on s'est trouvé à faire des fois des analyses vraiment, enfin, juste des extractions de CSV, des fois un peu plus de visualisation, mais c'était pas une solution confortable. On a dit, il faut centraliser tout ça. C'est juste pour vous dire, en fait, pourquoi Looker, on a testé Tableau. Le deuxième besoin, c'était que ça devrait être super performant. Du coup, à la fois avoir les KPI agrégés et à la fois descendre au niveau de transaction, au niveau de utilisateur. Et Looker a rempli ce besoin, or que pour Tableau, on n'arrivait pas à obtenir les perfs. Et ça, c'est en fait où est-ce que Looker est différent de, je dirais, la plupart. Hein, il n'est pas le seul, mais architecturalement, il est différent par rapport à des autres outils BI. Looker, c'est un outil d'intégration. Du coup, je fais un peu parallèle. C'est pas un moteur de visualisation. C'est pas non plus juste un outil de visualisation. C'est un outil d'intégration. Et là, vous voyez sur le slide qu'ils ont dit, bah, le business intelligence, c'est juste une brique. Le reste, c'est on fait d'embedding, on fait de business operations, c'est-à-dire vous pouvez automatiser certaines actions, pas juste faire des visualisations avec la donnée. C'est ça qui nous a attiré à Looker. Et la deuxième chose, ils font pas leur propre data structure, c'est-à-dire quand vous importez la donnée, c'est jamais dans Looker, c'est toujours dans la base SQL qui est en dessous. Par contre, où est-ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que les commerciaux de Looker vous disent, c'est pas dans Looker que vous faites l'extraction et de load de la data, et pas non plus de la transformation. Du coup, les performances de Looker vont dépendre directement de la façon dont vous modélisez la donnée dans la base SQL. Et deuxième chose, il y a une seule base SQL à laquelle vous pouvez vous brancher. Et ça se voit sur le slide, en fait, ils ne disent pas exactement. Il y a des façons de combiner plusieurs sources de données, mais c'est très pénible et c'est vraiment pas recommandé. Comme quoi, si vous voulez combiner plusieurs sources, il faut que ce soit acheminé dans la base de données qui est unique.
si vous n'avez pas une équipe de data ingénieurs ou de data analystes qui peuvent acheminer la donnée jusqu'à la SQL, ce sera très difficile de mettre en place des données pour une analyse un peu ad hoc. Comme quoi, cette partie, par exemple, nous, on a toujours gardé la partie Jupyter Plotly qu'on a déjà fait. En termes de visualisation, moins fort que Tableau, c'est sûr, mais il fait toutes les choses, enfin, disons, normales. Et ce qui est assez chouette, ce sont les parties Explore, que je vais vous illustrer dans un autre slide. Mais cette partie Drill Down qui était super importante chez MangoPay, nous, on était ravis. Comme quoi, les pour. Oui, dernière chose que j'ai en termes d'architecture que j'ai oublié à dire, Looker, c'est juste l'appli web. Il n'y a pas le client lourd et elle est Linux friendly. Du coup, pour nous, c'était aussi important, petit aparté pour les gens de Criteo, on prend Linux, ce qui est assez cool. Deuxième chose, chez nous, c'est uniquement l'équipe data qui touche à la modèle logique. Même que ça vient avec un coût, c'est-à-dire il faut coder en LookML, qui est juste un langage propre à Looker, un Markdown language. C'est que l'équipe data qui décide quels champs sont exposés, comment est-ce qu'ils sont calculés, etc., etc. Il y a la façon comment, les niveaux des utilisations où les gens peuvent faire leur propre champ custom, mais a priori, ça limite un peu à quel point ils peuvent faire n'importe quoi dans l'outil. J'ai déjà dit, tout ce qui est, il expose l'API partout. Du coup, si vous voulez, par exemple, après vendre Looker as a service depuis votre boîte, c'est assez utile pour les gens qui sont B2B. Et la dernière chose que je dirais qui est un grand plus, c'est le versioning. C'est la première fois, je n'ai pas énormément d'expérience, mais je pense que c'est la première fois que je vois un outil de BI qui fait l'intégration Git et c'est nickel. Du coup, avoir une chaîne CI/CD sur votre BI, c'est génial. Ça se fait uniquement sur le layer, sur le layer logique de la donnée, pas vraiment sur les visualisations. Mais juste avoir cette option-là, c'est quand même assez cool. En termes de bémol, Looker, il est cher. Du coup, il est vraiment beaucoup plus cher que Tableau. Comme quoi, si vous pouvez pas justifier le prix auprès de vos stakeholders en termes de CDI embauchable, etc., il faut mesurer. La partie que ça se branche uniquement à une seule source de données et que tout le reste, vous devez acheminer dans cette base SQL. Prendre en main LookML, c'est pas la mer de voir, mais c'est un autre langage. Enfin, c'est pas comme quoi que c'est pas un SQL, disons, normal. Et la partie business, il faut les éduquer. Et nous, on le fait. Du coup, on fait des trainings pour un peu les explorers, les business utilisateurs. Et on espère que eux, ils vont par la suite entraîner leurs équipes qui sont des simples viewers. C'est là où est-ce qu'on est. Une chose qui est-ce que c'est un bémol, un avantage ou un bémol? Le data model, à mon avis, si vous voulez faire Looker bien, il faut qu'il y ait des développeurs data dédiés à ça. Petite illustration à quoi ressemble une Explore. Du coup, là, vous voyez une visualisation et vous avez pu voir, je vais juste réinitialiser. Explore from here. Quand on voit la visualisation, par exemple, on veut changer depuis la date vers le mois. Du coup, un utilisateur, on peut juste dire Explore from here. Il y a un window qui se ouvre. La personne change des dates à mois. Elle fait run. La visualisation est updatée. Du coup, on a changé depuis la visualisation agrégation par date vers le mois. Et on dit save visualisation et c'est fini. Du coup, plus que c'est quelqu'un de l'équipe data qui change la façon dont on souhaite visualiser des choses, etc., etc. On peut donner une certaine liberté aux utilisateurs, ce qu'on a trouvé très, très utile. Et c'était tout de ma part. Merci. Merci beaucoup, Yva. Super. Je prends la suite. Tac. Je crois qu'il faut que tu arrêtes de présenter, Yva. Merci.
Ok, je réalise que j'ai oublié de faire une toute petite intro sur pourquoi je vous parle moi et qu'est-ce que j'ai fait avant. Enfin, pourquoi est-ce que je vous parle de Looker et de Tableau. J'étais chez Criteo pendant 6 ans où j'ai eu le temps de devenir un power user de Tableau en tant qu'utilisateur. Et puis aussi, j'ai participé au sujet hyper sexy de la gouvernance Tableau chez Criteo. Et après, j'ai été pendant 1 an et demi le Head of Data chez Payfit où j'ai implémenté Looker. Voilà. Et du coup, juste depuis 6 mois et 9 mois même maintenant, on monte Castor, qui est un outil de data discovery et data catalogue. On a parlé déjà à beaucoup d'entre vous ici, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais le but est de rendre les data users plus efficaces dans l'utilisation de vos données. Ok, première tentative, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Enfin, quel est l'objectif d'implémenter un looker, un tableau? J'ai tenté une définition ici d'une successful database implementation. J'aurais dû les faire en français ces slides. Donc, le premier point, c'est que chaque département ait ces quelques dashboards qui soient des sources de données, qui soient bien fichus, sur lesquels tout le monde est d'accord, où les KPI sont bien définis, et quand on regarde ce dashboard-là, tout le monde a confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et donc, mais c'est sur chacun de vos départements, de la finance au produit, et en sachant qu'il y a parfois des itérations assez rapides dessus. Le deuxième point, c'est que tout business user analytique peut lui-même aller creuser dans les données dans une certaine mesure de manière autonome. Il n'a pas besoin de systématiquement passer par un analyste. Donc, il y a de plus en plus ce besoin d'autonomie auprès de nos business users qui ne veulent pas dépendre. Et même nous, on n'a pas envie comme l'expliquait Yva, on n'a pas envie de tout le temps avoir à faire un petit edit sur un dashboard pour que le patron de tel département soit content ou un product manager. Ok, maintenant qu'on a dit ça, je tente ici de faire une decision matrix. Donc, c'est un peu toutes les dimensions à considérer quand on essaie de choisir un outil de data vis. Et donc là, c'est de manière, enfin, c'est vraiment basé sur ce que j'ai pu voir et on en a un petit peu parlé aussi avec Yva et Julien. En termes de communauté, Tableau de l'avance, mais Looker travaille beaucoup dessus, et surtout depuis qu'ils ont été rachetés par Google. Donc, on va dire qu'ils sont à peu près il y a à peu près égalité. Learning curve, alors, c'est pas pour les mêmes raisons, mais les deux sont aussi complexes à prendre en main. Tableau, parce que c'est extrêmement puissant en termes de vise, et Looker, parce qu'il y a le LookML et qu'il y a une couche de modélisation en plus. Un point où Looker gagne haut la main, et c'est leur pitch, et c'est comme ça qu'ils se vendent, c'est la partie CBI. Donc, c'est quelque chose qui va se conquérir, mais si c'est bien fait, et je reviendrai sur des conseils à la fin, mais si c'est vraiment bien fait, bah, ça va permettre de rendre vos utilisateurs vraiment autonomes, parce que en fait, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est comme si vous donniez accès à la pivot table sous-jacente du graphe avec Looker. Mais pour ça, ça demande un effort de modélisation super intense, beaucoup plus intense que Tableau. Et d'ailleurs, c'est le dernier point, le time from data to vis, donc c'est-à-dire quand on part d'une table et quand on veut aller jusqu'à une visualisation, sur Tableau, c'est comme ça, parce qu'on met la requête SQL dans Tableau et puis on peut ensuite explorer rapidement et même publier un dashboard très très rapidement, alors que sur Looker, si on n'a pas fait cette modélisation-là, donc on doit définir les tables, ensuite définir l'explore qui est un peu cette pivot table, et ensuite on doit faire le dashboard. Donc en fait, c'est vraiment pas du tout un outil exploratoire, c'est un outil purement analytique et qui demande beaucoup de modélisation. Et du coup, je reviens au point 4 de ce slide, la simplicité de gouvernance. Alors sur Tableau, il y a pas mal de challenges. Je crois qu'il y a Lucide chez Criteo qui est là aussi qui pourrait en témoigner. Mais sur Looker, il y en a au moins autant, parce que Looker, en fait, alors oui, vous pouvez rationaliser vos KPI et dire, bah, OK, mon MRR, on le calcule comme ça dans cet Explore, mais vous devez aussi gouverner la définition, enfin tout le code en fait qui définit vos Explores et les modélisations de vos tables. Donc c'est une couche en plus, et donc en termes de gouvernance, avec Castor, enfin, je fais pas mal d'exploration et il y a pas mal de head of data, de lead qui sont perdus, dans le sens où il y a énormément de code qui est créé, et quand supprimer des dashboards, c'est parfois déjà compliqué, alors aller supprimer du code avec beaucoup d'imbrication, c'est assez complexe. Je continue. Le pricing, Yvan en a parlé, là c'est clairement en faveur de Tableau. L'analytics complexity, on va être aussi sur Tableau, et ce qu'on veut dire par là, c'est la capacité de faire des explorations en tant qu'analyste. On n'est pas sur la data science, mais ouais, on s'arrête juste avant, mais Tableau,
en termes de fonctionnalité, c'est extrêmement puissant. Enfin, très très vite sur Looker, on rencontre des blocages dès qu'il s'agit de comparer une colonne avec la colonne précédente ou des choses qui semblent assez simples aux utilisateurs tableau. Looker, très vite, il faut commencer à bricoler dans tous les sens en LookML, c'est pas du tout natif et assez souvent, on peut pas le faire. Donc, il y a aussi un effort de transformation en amont sur Looker qui est plus fort par parfois ces contraintes. VisLevel, il y a encore un petit avantage sur Tableau en termes de pure vise. Looker a un aspect qui semble très fini aussi, et c'est lié, je pense, au dernier point à l'embedding. Il y a beaucoup de sites et Looker est vraiment aussi fait pour ça, et cette autonomie donnée à l'utilisateur favorise l'embedding. Il y a des boîtes comme Lever, par exemple, où tout leur analytics qui donnent à leurs propres clients est fait derrière en Looker. Et d'ailleurs, Criteo, pendant un moment, avait utilisé Looker pour faire ça avant que Looker soit racheté par Google. Et donc, il y a eu un revirement là-dessus. Voilà, assez rapidement, sur donc ça fait 9 éléments pour choisir entre Looker et Tableau. Quelques conseils d'expérience, pour le coup. Ne faites pas votre transformation, donc le fameux l'ETL qui est devenu ELT. Le T se fait pas. Donc, la transformation, Looker propose des outils pour le faire, Tableau propose des outils pour le faire, ne les utilisez pas. Ça augmente le vendor lock-in, ça fait que la gouvernance de l'outil en lui-même devient encore plus compliquée. Et puis surtout, il y a DBT qui est fait pour ça et qui vous permet ensuite de réutiliser tout ce que vous avez fait dans d'autres contextes. Donc vraiment, je le déconseille fortement. Et dès le début, dès que vous lancez votre outil DataVis, dès le début, mettez un peu une notion de promotion de contenu. Par exemple, quelque chose que j'ai vu qui était très bien fait, c'est chaque département a deux fichiers, à sa collection, à son dossier, et dedans, il y a Officially Approved et Sandbox. Et en fait, c'est l'équipe data centralisée qui valide le passage de la Sandbox à Officially Approved. Et quand ça rentre dedans, il y a un flag qui est ajouté, il y a des SLA très simples. Mais en fait, si vous ne mettez pas ça en place dès le début, ça va être compliqué à rattraper. Et ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est une manière de vous assurer que vous ne perdez pas cette notion de source de vérité. Troisième point, c'est commencer quand on est une très jeune boîte, qu'on n'a pas de maturité analytique. Commencer avec Looker, c'est un vrai challenge. Donc, il faut le faire, mais et c'est lié au point en dessous, c'est que si vous avez une équipe centralisée data qui va être forte, mais si vous le faites et que vous êtes peu nombreux et qu'il y a beaucoup de consommateurs analytics qui partent un peu dans tous les sens, vous allez courir après, ça va être assez dur parce que vous n'aurez pas le temps de construire votre data mart, vous allez vouloir faire du LookML, construire le data mart, rattraper les utilisateurs, ça va être compliqué. Donc, c'est faisable, mais que si vous êtes suffisamment staffé et qu'il y a aussi une notion, je pense, de patience parce que de vos utilisateurs, parce que notamment, disons que modéliser vos données en Looker, ça prend du temps. Il faut bien le faire. Il ne faut pas juste faire des joins partout comme ça peut être fait, parce que sinon, ça crée des erreurs. Enfin, si on fait une pivot table sans trop réfléchir, ça ne marche pas non plus. C'est la même logique quand on construit des explores. Et donc là où sur Tableau, on peut rapidement faire des dashboards en requête SQL, sur Looker, ça ne marche pas. Mais quand vous le faites bien sur Looker, sur un département, ils auront leur dashboard, mais ils auront aussi les explores dans lesquels ils pourront creuser de manière autonome. Voilà, donc centraliser l'écriture de LookML, archiver assez vite le contenu utilisé, peu importe ce que vous utilisez comme outil DataVis, mais dès le 3e mois, commencer à faire des repasses sans supprimer, mais juste en rendant inaccessible, et comme ça, les gens vous pingeront si jamais ils auront à nouveau besoin de quelque chose, mais ça gardera les choses propres. Et dernier point, notamment pour ceux qui cherchent une solution gratuite, il y a Metabase qui fournit un peu les bases de la DataVis et une partie Visual SQL qui permet à des utilisateurs analytiques, mais pas forts en SQL, de construire un peu en clic clicodrome, c'est le seul mot qui me vient, je suis désolé. Drag and drop, merci. Drag and drop, SQL, et ce qui permet notamment de rendre vos utilisateurs autonomes et aussi de les faire patienter le temps que vous construisez votre stack. De toute manière, toute personne qui va écrire du LookML, derrière, si vous voulez mettre du Looker, par exemple, il faut qu'ils aient des notions de SQL. Donc, onboarder les gens quand vous lancez une équipe analytique avec Metabase, ça marche très bien. J'ai vu pas mal de boîtes, notamment aux US, qui mettaient les deux, c'est-à-dire qu'ils se lancent avec Metabase et après ils mettent Looker, mais ils gardent Metabase pour le côté quick and dirty, rapide, itératif, là où Looker devient un peu l'outil de dashboarding officiel. Et voilà, pour moi, je vais arrêter le partage. Et je pense qu'on va pouvoir passer Rooms. Alors, il y a peut-être quelques questions avant, c'est ça Manu qu'on voulait prendre?
Ouais, on va prendre 5 minutes pour quelques questions et ensuite on passera au breakout room. Euh, Allons-y pour les questions. Ça marche. Est-ce qu'il y en a ou Arnaud, pas? je sais pas si tu vois qui lève la main ou pas, sinon je te le dis. Alors moi, je crois pas. Je Ok. peux lever la main, mais non, pas dans le chat. Vas-y, Mickaël, c'est toi qui as levé Ah, la main Yes. en premier. Salut, Mickaël de Ledger. J'ai vu, je crois, sur le Notions que Criteo, du coup, depuis, sont passés sur Periscope. C'est vrai, il y a des Criteo dans la salle, je crois. Pas aux dernières nouvelles, et j'y étais il y a 2 mois, mais D'accord. Alors, ok. Alors, j'ai peut-être mal lu le Notions, mais très bien. Ça marche. alors, je pense qu'il y en a qui l'ont rempli un peu vite pour s'inscrire, le Ok. sondage. On le fera corriger. Merci, Mickaël. Du coup, Marie, je crois que c'est une question. Ouais, moi j'ai une question, donc Marie de Back Market. Je voulais savoir, donc on dit Looker c'est bien quand tu définis bien tes KPI, etc. Si on est dans une boîte qui est moyennement mature au niveau des KPI qu'elle suit et que ça change très très souvent, voire trop souvent, est-ce que Looker est-ce que c'est envisageable quoi, ou est-ce que c'est pas juste une pain horrible? Alors, je vais répondre, ce n'est que mon avis, donc vraiment, s'il y a d'autres avis divergents, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Moi, je dirais que non, il faut attendre d'avoir une certaine maturité pour le faire. Euh, Parce que si ça bouge trop, en fait, il y a tellement, c'est une couche de plus, Looker, par rapport à d'autres outils de data viz. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que tu dois non seulement bouger ta couche et tes dashboards. Donc, c'est quand même assez fort, enfin, c'est pas mal de boulot de gouvernance. Donc, Ah, déjà, je mettrai en place une gouvernance existante sur ce que vous avez. Et ensuite, j'envisagerai une migration pour aller vers la self-BI. Il y avait quelqu'un qui était en train de parler et qui voulait ajouter quelque chose, je crois. Je confirme en fait ce que Arnaud dit. En fait, pour nous, c'était un peu facile parce qu'on avait déjà un data warehouse comme quoi et on s'est entraîné pendant un an sur qu'est-ce que les utilisateurs veulent. Comme quoi, ils savaient pas non plus construire leur KPI, mais en travaillant avec la donnée, on savait leur proposer des choses. Et toujours étant-il qu'on travaille sur Jupyter et Plotly. Du coup, pour nous, pour compléter ces besoins-là qui ne sont pas super clairs, c'est Plotly et par la suite, on le bouge sur Looker. Après, voilà, il y a aussi un sujet de maturité par département. S'il y a des départements où vous vous sentez à l'aise, vous pouvez imaginer un rollout qui prend un peu de temps. Mais il y a le sujet du prix de Looker où c'est compliqué d'expliquer ça à un CFO, quoi. Ok, merci. Vas-y, Olivier. Tu parles d'une couche supérieure pour Looker, donc avec j'ai oublié le nom exact. En quoi ça consiste exactement cette couche supérieure? En fait, bien sûr, tu vas devoir, pour aller utiliser des données dans Looker, tu vas devoir définir ce qu'on appelle des views, et des views au sens Looker, pas au sens SQL. Une view, c'est une modélisation de ta table où tu peux déjà faire des petits case-when dedans, si tu veux. Et ensuite, ces views-là, tu vas aller les utiliser pour définir ce qu'on appelle des explores. Les explores, c'est un peu la même notion que les data sources que tu peux avoir en tableau, mais sauf que en fait, les utilisateurs auront systématiquement accès à la data source en tableau. Je ne sais pas si ça te parle. Et tu vas définir en fait entre les views qui sont des tables derrière, tu vas définir toutes les jointures qui peuvent être faites entre ces différentes views. Et ensuite, l'utilisateur, quand il verra son graphe, il pourra cliquer sur OK, montre-moi ce qu'il y a en dessous. Et il arrivera sur un peu cette vue pivot table où tu peux choisir les champs que tu veux afficher. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu. C'est Okay. assez. Ouais, dis-moi. Non, mais du coup, nous, on utilise Data Studio chez Greenwiz. Et grosso modo, il n'y a qu'une table qui est visible. Mais du coup, il n'y a pas du tout toute cette modélisation. Mais grosso modo, j'ai l'impression que si on doit mettre une table à disposition, on va la recréer avec tous les champs qui sont nécessaires, quitte à faire une transformation supplémentaire sur notre data platform. Mais donc là, tu peux quand même faire des jointures entre tes tables sur l'outil Looker, c'est ça? Exactement. Tu fais des jointures et en fait, tu vas prédéfinir quelles sont les clés de jointure entre tes tables. Et du coup, l'utilisateur, lui, n'a pas à se demander. Il dit, OK, je veux le NPS dans la table satisfaction, je veux le MRR dans la table financière. Et il ne va pas réfléchir à comment je fais ma jointure. Il fait juste ça. Okay. Je veux
la date qui vient du Customer Success et affiche-moi les deux, s'il te plaît. Et en fait, du coup, pourquoi, enfin, est-ce que ce serait pas par rapport à apprendre du coup un nouveau langage qui est le langage Looker, est-ce que ce serait pas moins painful de se dire, bah, je rajoute juste une transformation supplémentaire sur ma data plateforme où j'effectue ce join et du coup, j'ai mon info avec toutes mes colonnes présentes? je pense que c'est entre les deux. Enfin, tu vois, le bon mix, il est entre les deux. D'un côté, oui, tu dois faire les transformations. Et une tendance que tu vois chez les utilisateurs de Looker, c'est qu'ils ont envie de tout faire. Enfin, tu vois, ils prennent des données brutes et ils mettent tout dans Looker, ce qui est une erreur. Il faut quand même construire ton data morte. Mais après, tu ne peux pas anticiper tous les use cases que si tu as l'analyste en finance qui a besoin de récupérer telle donnée de marketing, enfin, tu ne peux pas créer toutes les données et penser à toutes les jointures qu'ils auront envie de faire. Donc, enfin, tu vois, tu peux pas créer toutes les tables. En revanche, tu peux juste définir les bonnes jointures et après, il fait ce qu'il veut. Ok, d'accord. Pour un objectif d'autonomie, de self-BI, ça fait le job pour le coup. Ok. Moi, quand j'ai dû expliquer un peu aux data ingénieurs comment est-ce qu'expliquer un lookable, pour moi, ça a semblé un peu aux ORM. Du coup, finalement, lookML, je pense que c'est aussi un choix d'architecture, c'est tu rajoutes un markup language logique pour pouvoir parler avec toutes les bases derrière. Parce qu'en fait, c'est que Looker garantit, ils disent qu'ils vont optimiser la génération de queries SQL. Du coup, il y a aussi la partie que tout le monde parle le même langage en termes de modélisation, mais c'est aussi, ils ont dû choisir d'avoir un langage qui va pouvoir derrière parler avec toutes les bases. Du coup, toutes les bases SQL, c'est-à-dire toutes les sources de données à laquelle tu peux te brancher. Et c'est vrai que ça semble un peu redondant, mais tu peux faire plusieurs choses. En fait, tu définis est-ce que un truc peut être agrégé ou peut pas être agrégé. Comment est-ce qu'il peut être agrégé? Des choses comme ça, du coup, ça te permet la liberté, mais il y a un surcoût de maintenance aussi. Et on va prendre la dernière question de Victor et ensuite on s'arrête. Enfin, on s'arrête. On part en salle de discussion. Parfait, bah, j'ai de la chance, merci. J'avais une question par rapport au versionning, ce dont tu parlais en fait, Iva, qui est, je trouve hyper intéressant. J'ai deux questions du coup. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, un exemple de pipeline CI/CD que tu as fait sur la BI, ça peut mieux comprendre. Et surtout, j'avais cru comprendre que dans les vis, tu peux aussi les passer en YAML. Et est-ce qu'il y a une possibilité, du coup, quelqu'un aurait déjà utilisé le versionning même pour distribuer tes vis? Et ça, c'est un truc qui est intéressant en termes de réplication de dashboard entre les équipes. Et voilà. Tu parles juste dans le contexte Looker? Contexte Looker, ouais. Alors, Ok. parce qu'ensuite, de côté tableau, je crois qu'il n'y a pas ces fonctionnalités. Donc, sinon, j'aurais bien posé la question. Mais voilà. En fait, je réponds juste là-dessus rapide. Dans Tableau, tu as l'historisation de toutes les versions que tu publies. Donc, tu peux toujours faire un rollback parce que tout est historisé. Après, tout le contenu Tableau, que ce soit les data sources ou les dashboards, etc., c'est que du XML. Donc, c'est pas natif, il n'y a pas de Git natif dans Tableau, mais tu peux brancher un Git sur tes fichiers Tableau et ça marche très bien. Voilà, mais c'est pas natif Ok. Tableau, quoi. Voilà. Merci. Alors, les exemples de chaîne CI/CD, pour l'instant, on n'a pas fait les environnements séparés pour Looker. Tout est dans un seul environnement. On envisage avoir plusieurs instances Looker dans le futur, mais pour l'instant, vu que c'est un outil en interne, en termes de maintenance, on schedule juste le downtime pour déployer. Comment est-ce que c'est organisé? Chaque utilisateur, quand il bosse sur chaque développeur, du coup pas utilisateur, tu as des différents types de licences et les licences dev, ils ont accès à LookML, les autres pas. Tu as ta branche, ta propre branche. Comme quoi, tu peux travailler sur ta branche et avoir le résultat sur ta branche sans que ça affecte qui que ce soit. Par la suite, tu as la notion de shared branches dans Looker, comme quoi tu peux avoir, c'est comme une branche develop. Et par la suite, cette branche develop, tu peux merger dans la prod et c'est que là que ça impacte des utilisateurs. Il y a un peu des autres outils comme Looker Spectacles ou choses comme ça parce que grosso modo, tu peux casser le modèle et c'est normal que, disons, tu peux déployer une nouvelle version de modèle et ça casse tous les dashboards parce que tout d'un coup, tu as renommé une dimension et choses comme ça. C'est aussi cool que tu puisses avoir ce genre de Looker Spectacles en disant si je déploie cette branche-là, bah, je vais casser ça. En quoi je peux savoir qu'est-ce que je corrige, qu'est-ce que je corrige. Aussi, ce qui est bien, tu peux aller sur la branche de quelqu'un, tu peux, enfin, des choses comme ça. Et ils disent
on a regardé, c'était un peu compliqué pour nous, mais ils disent que tu peux avoir plusieurs instances. Par contre, le problème avec plusieurs instances Looker, c'est-à-dire avoir une instance de dev ou une instance de prod, concernant la migration des dashboards sont stockés, si je ne me trompe pas, dans MySQL. C'est une instance MySQL ou un Postgre, enfin une SQL, il stocke le dashboard là. Ben, en fait, quand tu veux déployer en prod, il faut que tu réécrases la base de la prod, c'est pas très confortable. Donc, on a dit, bah bon, c'est pas grave, on a une seule instance, mais on sépare un peu, on branche les environnements, on isole. Et tu as deux types de dashboards. En fait, tu as les dashboards user-defined dont parle Iva, et tu as aussi des dashboards que tu peux définir en LookML, c'est aussi je pense que c'est aussi du XML à la fin comme tableau. Mais du coup, oui, tu peux les partager, tu peux les sauvegarder. Mais du coup, c'est pas non plus hyper évident à exploiter. Mais ceux-là sont automatiquement sauvegardés avec l'intégration Git. Oui, c'est uniquement du coup la partie LookML. Nous, on a choisi de ne pas avoir la partie visualisation dans LookML. Du coup, c'est vraiment uniquement la modélisation de la donnée. Tout le reste, c'est qui est visuel, ben, on se dit que c'est du contenu. Voilà. Donc le versionning, c'est uniquement pour la modélisation qu'il est utile. Pour la visualisation, il n'a pas vraiment d'intérêt. Tu peux, en fait, si tu as des dashboards très importants, je sais que Criteo, quand on était en train d'implémenter Looker pour faire du client-facing, des dashboards client-facing, là, on versionne aussi les dashboards en les définissant en LookML. Donc, Ok. en fait, tu peux convertir, en 2 clics, tu convertis un dashboard qui est user-defined en LookML, mais du coup, ça veut dire que si tu veux, tu peux même coder ton dashboard en LookML. Ça va assez loin. Donc, si tu as des sujets de grosse criticité, de grosse stabilité sur certains dashboards, c'est quelque chose qui est envisageable. Yes, Mais peut-être juste pour ajouter, c'est pas complètement compatible. Tu peux pas passer comme tu veux d'un dashboard en LookML à un dashboard user-defined. C'est là où c'est un peu de la merde et c'est pour ça que personne n'utilise les dashboards LookML. T'as pas un petit bouton generate get LookML from dashboard comme tu as un get LookML from Parce que Explore, non, c'est pas, non, malheureusement, c'est pas compatible. C'est le même endroit où il y a clic droit industrialisé, je pense. Peut-être, je vous propose qu'on parte en groupe pour pas trop déborder. Sinon, j'ai peur que sinon ça vous fasse tard après pour avoir 30 minutes de conversation en plus petit groupe, vu qu'il est quasiment 7 heures. Alors, des petites infos importantes. Victime de son succès, l'événement compte 40 personnes présentes ce soir sur 20 inscrits. Donc, donc je ne vais pas pouvoir respecter les groupes que je vous annonce depuis une semaine. C'est pas grave. Donc je vais faire des groupes aléatoires. Désolé pour ceux qui avaient anticipé le truc. Les salles vont rester ouvertes pendant... Ok, alors tous ceux qui ne peuvent pas participer, ouais, merci de partir dès maintenant, histoire que je ne vous mette pas dans des salles où il y a une seule personne. On s'organisera mieux la prochaine fois. Et donc du coup, je laisserai les salles ouvertes pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, elles seront fermées automatiquement. Donc si vous avez absolument besoin de continuer à parler, vous verrez un petit pop-up apparaître et il y en a un de vous qui courageusement prend une autre salle sur un autre outil pour continuer à parler. Voilà, bon, alors donnez-moi juste 1 ou 2 minutes pour réorganiser du coup les salles avec les gens qui sont partis entre-temps. C'est bien. Donc on est plus que 30. Donc ouais, dernier call pour ceux qui ne comptent pas rester pour la suite, c'est le moment de nous quitter. Ok, à partir de maintenant, je garde tout. 30, on va faire 5 salles du coup. Bon, j'espère que j'aurai pas trop de mauvaises surprises. Et vous me dites dans Slack si jamais il y a des groupes qui se retrouvent avec personne. Hop. Désolé, je découvre un peu aussi parce que d'habitude, je fais rarement des breakout rooms. Et notamment pas avec plein de gens qui disparaissent au fur et à mesure. Ok, bah c'est parti. Si vous avez des soucis, questions ou quoi que ce soit, vous me dites dans le Slack. Et moi, je reste toujours dans la main room, pas jusqu'à 7h30. Mais si vous avez des questions, c'est sur Slack. On a combien de temps, Manu? On a combien de temps? Vous avez 1 heure à partir du moment où les salles sont ouvertes. 1 heure, ok. Je pense que c'est large.
Et vous pouvez partir avant, évidemment, si vous avez fini la discussion, vous n'êtes pas obligé de rester. Attends, une petite question, Manu. Du coup, il y a toujours une personne qui prend des notes et une personne qui lit de la discussion, c'est ça? C'est l'idéal par groupe. Essayez de vous trouver une personne qui anime la session et qui fait qu'au bout de 15 minutes, vous n'avez pas plus rien à vous dire. Si c'est le cas, arrêtez. Et s'il y a une personne qui peut agréger les notes pour le groupe, je pense que ça vous aidera aussi pour vous souvenir de quoi vous avez parlé. C'est good? Ok. Bon. Eh ben, c'est parti. Merci à tous et puis bonne discussion.